Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Tariq Ramadan, auteur du livre Malcolm X, de l'exclusivisme noir à la spiritualité universelle aux éditions Al-Bourak. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Vous êtes écrivain et islamologue. Dans votre livre sur Malcolm X, vous faites une biographie de l'activiste en ciblant les points clés de son engagement. Vous y présentez son parcours et surtout son évolution. Alors tout d'abord, pour commencer cet entretien, qui était Malcolm X et que représentait-il à son époque ? Je pense que c'est une bonne chose de commencer par le contexte historique et la personnalité de l'homme, de ce qu'il a représenté. En particulier parce qu'il apparaît dans l'histoire des États-Unis à un moment clé. On a retenu essentiellement, au niveau de la mémoire collective des États-Unis, la personne du docteur Martin Luther King comme étant celui qui va représenter la défense et la revendication du droit des Noirs aux États-Unis. On a moins parlé au niveau officiel de la figure de Malcolm X, même si au niveau officieux, au niveau du terrain, au niveau de ce qu'on appelle les inner cities aux États-Unis, ce qu'on pourrait comparer en France aux cités, aux banlieues, mais qui se trouvent à l'intérieur des villes, eh bien la personnalité de Malcolm X a été autrement plus influente que celle qu'a pu être à ce moment-là au niveau des États du Nord, puisqu'il faut comprendre aussi la situation aux États-Unis. Eh bien, son influence a été énorme. Elle a été énorme pourquoi? Parce que c'est un jeune homme qui naît dans cette époque-là des années, il est dans les années 60, une figure et qui sera, il meurt en 1965, mais il vivra pendant ces 30 années et quelques années, il vivra dans cette Amérique et dans cette cité en connaissant la drogue, en connaissant le vol, en connaissant la prison. Et sa trajectoire, elle est importante parce qu'elle est représentative de ce que vivent beaucoup de Noirs à cette époque-là et qui se perpétue encore jusqu'à nos jours. Donc, symboliquement, c'est une période importante de la lutte pour les droits des Noirs, pour une citoyenneté égalitaire, mais en même temps, c'est tout à fait lié à ce qu'on voit et qui s'est même dégradé dans la situation des États-Unis. Et donc, c'est ce jeune homme qui va passer par la délinquance, vivre la discrimination, se retrouver en prison, se réveiller spirituellement et puis devenir un des leaders de The Nation of Islam pour ensuite encore évoluer justement vers une compréhension universaliste du combat pour les droits humains et pour les droits de tous en fait. Donc ça, c'est son parcours à lui personnel, représentatif des tensions de la société américaine de son époque et jusqu'à nos jours. Donc Malcolm X a vécu jusqu'à ses 39 ans. Il a grandi sous la ségrégation, c'est bien ça. C'était un peu le pendant musulman de Martin Luther King pour les chrétiens, c'est bien ça aux États-Unis. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a voulu les présenter comme ceci, c'est-à-dire on a voulu présenter les deux figures, l'une chrétienne pacifiste influencée par Gandhi, c'est Martin Luther King, et l'autre plus violente, plus revendicatrice, moins pacifiste, forcément plus conflictuelle, influencée par la tradition musulmane, par l'islam. Et ça, il faut qu'on se rende compte de ça. C'est tout à fait représentatif de ce qu'on a envie de dire jusqu'à aujourd'hui, des sources des références, à savoir le christianisme, c'est l'amour et la paix, l'islam, c'est le conflit et la violence. Et donc, il n'est pas le pendant musulman, il y a deux histoires qui sont différentes, parce que Malcolm X, il grandit dans les États de l'Union. Dans les États de l'Union, ce sont les premiers États qui avaient déjà accepté, d'abord refusé l'esclavagisme, ou le principe de la structure sociale de l'esclavage, et puis qui reconnaissaient, c'est-à-dire théoriquement, l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs, ce qui n'était pas la même chose pour les États du Sud dans lesquels a grandi Martin Luther King. Et Martin Luther King, il veut pacifiquement que la loi change pour que les Noirs et les Blancs aient les mêmes droits.
Alors que Malcolm X, qui a vécu dans des États qui disent que l'égalité est déjà acquise, il les dit, c'est pas une question de droit, c'est pas une question de loi uniquement, c'est beaucoup plus profond que ceci. Le racisme n'est pas simplement l'expression légale de la discrimination, c'est un état d'esprit. C'est une façon de percevoir l'autre. Et on a deux parcours dans deux contextes historiques qui sont différents, nourris effectivement par des traditions qui sont différentes. L'un va, dans son cheminement, rencontrer The Nation of Islam, qui est un mouvement racialiste noir, c'est-à-dire qui pense qu'effectivement le blanc, c'est le diable et que le noir est l'élu. Donc, il inverse l'ordre de la référence et lui va traverser cette référence-là pour parvenir à l'enseignement réel, et ça c'est très tard dans sa vie, c'est très tôt dans sa vie au sens où il le retrouve à 37 ans, mais c'est très tard parce qu'il ne le connaîtra que 2 ans et demi d'une certaine façon. Et vous avez de l'autre côté Martin Luther King qui lui, à partir des références chrétiennes, va mobiliser la conscience noire au nom du christianisme, mais qui va en fait sur la fin de sa vie, lui également pendant les 2 dernières années, se rendre compte que la position de Malcolm X, qui est devenu Malik Shabazz après son pèlerinage, eh bien, elle est juste parce que Martin Luther King rencontre le Vietnam, alors que Malcolm X rencontre la communauté mondiale à travers le pèlerinage et qu'il comprend que c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est raciste et c'est pas parce qu'on est noir qu'on est élu. Alors, on le voit dans son parcours de vie, il est passé par des périodes de délinquance et même par la case prison. C'est dans cette étape qu'il va effectuer un changement radical en se tournant vers l'apprentissage et l'éducation. Tariq Ramadan, comment s'est passée la transformation et le passage de Malcolm Little à Malcolm X? Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que reconnaître l'importance historique de l'homme est une chose. Comprendre en quoi il peut devenir une référence, un modèle, un témoin, pour l'histoire de tous ces jeunes qui vivent en Occident, que ce soit des Black Muslims, c'est-à-dire les Noirs, ou African Americans, c'est-à-dire dans la tradition américaine, des Afro-Américains ou des musulmans noirs. Mais que ce soit aussi en Occident, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre ce qui lui arrive en prison, ce dont on va parler maintenant? Parce que pour beaucoup de jeunes qui sont issus en Europe de l'expérience de l'immigration économique, qu'ils viennent de l'Afrique du Nord, de toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire de la Mauritanie jusqu'à l'Égypte aujourd'hui, où on se retrouve la Libye, le Maroc, la Tunisie, et puis les États d'Afrique subsaharienne. Ils viennent parce qu'ils fuient la pauvreté, ils quittent l'Afrique. Ils se trouvent en Europe et ils vivent socialement, économiquement, financièrement et même idéologiquement et culturellement la même réalité que ce que vont vivre ces jeunes noirs américains dans les années 60. Parce que ils sont déclassés socialement. Ce qui arrive donc ils se sentent déracinés, pas reconnus dans leur culture, et marginalisés et discriminés socialement. C'était quand même plus grave aux États-Unis. Mais pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, et c'est même pas, je comprends qu'on puisse penser que ce soit plus grave, mais c'est même pas une question de gravité, c'est une question de statut. À partir du moment où vous êtes un citoyen noir aux États-Unis et qu'on ne vous reconnaît pas les droits, que l'on ne vous reconnaît pas la possibilité de réussir socialement et scolairement, que vous n'arrivez pas, à trouver un travail et que vous finissez dans la drogue, eh bien regardez ce qui est en train de se passer en Europe. Vous avez exactement le même processus. Scolairement, vous n'y arrivez pas, déclassé socialement, dans la drogue et dans la marginalité, et vous finissez en prison. C'est pour ça qu'on nous dit aujourd'hui la plus grande population carcérale aujourd'hui. On va même jusqu'à dire aujourd'hui, ce qu'on aurait pu dire aux États-Unis à l'époque, que l'appartenance de couleur, l'appartenance à la réalité africaine, à la perception de l'immigré, eh bien, c'est la plus grande population carcérale. On a même trouvé en Europe la possibilité de dire l'islam est la plus importante des religions carcérales. C'est-à-dire qu'on fait une référence entre votre réalité d'origine
raciale, d'origine culturelle et d'appartenance religieuse. Pourquoi c'est important donc de parler de ce dont vous voulez parler? C'est pour bien comprendre historiquement qu'il ne s'agit pas d'idéaliser une figure historique, c'est de comprendre un processus et de comprendre comment il se répète historiquement et comment il s'établit. Quand il vit, il va se retrouver d'ailleurs entre New York et Boston avec sa demi-sœur, il vit avec elle et à un moment donné, il est dans le processus scolaire et il est assez brillant. Il y a un moment qui va faire en sorte qu'il y ait un décrochage. C'est quand il dit qu'il veut devenir avocat et que sa maîtresse lui fait comprendre que c'est son maître, je crois que c'était sa maîtresse, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, et qu'il lui dit mais tu rêves, c'est pas possible. Quelqu'un qui vient de là où tu viens, tu peux pas devenir avocat. Premier élément ici, c'est le fait de dire ton statut social, ton origine rend inaccessible pour toi la réussite scolaire. Mais combien aujourd'hui l'entendent? Aujourd'hui dans nos écoles et à qui on fait comprendre, de là où tu viens, tu ne peux pas aller là où tu veux. Parce que de là où tu viens, on va là, on va pas là où tu veux. Donc on coupe les ailes de l'espérance au nom d'un processus historique qui vous a mis là où vous êtes et vous ne pouvez pas espérer davantage. Et lui, c'est exactement ce qui va se passer. Et à un moment donné, il s'aperçoit que la voie scolaire lui est fermée et que ce qu'il va faire, c'est la musique, la drogue et le proxénétisme et le vol. Et c'est dans cet univers-là qu'il va se retrouver et qu'il va à un moment donné, vol après vol, il se fait arrêter, il va passer 7 ans en prison. Il va être condamné pour cambriolage. Exactement. Condamné à 10 ans, il va passer 7 ans en prison. Exactement, 7 ans en prison. Et pendant qu'il est en prison, il a un malin plaisir à se faire appeler le diable parce qu'il est récalcitrant, parce que il s'oppose au pouvoir. Et il se trouve que quand il est en prison, 2 choses vont être importantes. La première, c'est qu'il se rend compte d'un homme qui est en prison en même temps que lui et qui organise des débats. Il organise des débats et il fait en sorte qu'il y ait une sorte d'aura. D'abord, il lit beaucoup, cet homme-là, et il organise des discussions. Et ça va l'interpeller. Ça va l'interpeller parce que ça lui renvoie à lui-même l'idée que, en fait, il est contre le pouvoir, mais il est sans pouvoir. Il n'a pas le pouvoir des mots, il n'a pas le pouvoir de la pensée, il n'a pas le pouvoir de la parole. Et il voit dans la prison quelqu'un qui a un statut tout à fait particulier, qui joue un rôle de sage d'une certaine façon. Ça, c'est un premier élément, il ne faut pas le minimiser, parce que ça va avoir un impact déterminant sur lui. Et d'un autre côté, de sa famille, eh bien, il reçoit effectivement la conversion à The Nation of Islam, à l'islam tel qu'il est enseigné par Elijah Muhammad, qui est le leader de The Nation of Islam, et qui lui met en évidence 2 choses qui vont être importantes. De là, il est appelé au savoir, et là, il est appelé à la confiance. Pourquoi? Parce que ce qu'il reçoit d'Elijah Muhammad et de son enseignement, c'est cette reconnaissance qu'il y a un Dieu. Reconnaît que parmi les êtres humains, les Noirs sont élus et qu'on a un statut particulier. Donc ton statut de déclassé n'est pas parce que tu es déclassé, mais parce que ceux qui ont pris le pouvoir, les Blancs, t'ont déclassé. Tu es déclassé car discriminé. Et là, tu sens que tu peux avoir, par l'homme qui prend la parole et qui organise les débats, que le pouvoir passera par la langue et par l'expression. Ici, on réévalue ton statut, la confiance en toi. Ici, on t'appelle au pouvoir, la possibilité de t'exprimer. Ces 2 éléments-là en prison vont changer l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prendre le dictionnaire, commence à lire les mots, à apprendre, à participer au débat avec le sage. Lui, le diable de la prison, commence à s'approcher et à lire des livres de plus en plus, appelé en même temps par une inversion complète de ce qui lui a été dit. Tu es entré en prison parce que noir est déclassé, et ce qui t'appelle par l'islam, c'est que parce que tu es noir, tu ne peux pas accepter d'être déclassé, tu ne peux pas accepter d'être discriminé par ceux qui en fait sont qui vont exploiter et l'ordre social et
inverser l'ordre du divin. Donc il a de ce point de vue-là deux appels et il va changer complètement. Pendant toute cette période de prison, celui qui rentre n'est pas du tout le même que celui qui sort. Et celui qui sort, il est intellectuellement plus armé et fondamentalement plus confiant. Donc avec une vision importante de sa mission finalement. On voit à travers cet exemple que l'émancipation passe forcément en grande partie par l'éducation et la réforme personnelle. Justement, en prison, il va découvrir donc la Nation of Islam. Pouvez-vous nous présenter brièvement cette organisation et qu'avait-elle d'islamique dans son discours? Alors, il y a deux choses. Dans ce que vous avez dit, c'est vrai que ce qui permet de sortir du statut du prisonnier ou de l'emprisonné, c'est sûr que c'est la connaissance. Mais il y a une autre chose qu'il faut surtout pas minimiser et qui est en amont de la connaissance. Être connaissant sans avoir confiance en soi, c'est une connaissance qui n'a pas de stabilité. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Vous avez l'arbre, mais vous n'avez pas... La confiance en soi, c'est là où la racine du savoir s'inscrit. Et c'est ça qu'il a gagné aussi. Il a gagné en confiance en lui-même, c'est-à-dire tout à coup le sens d'une mission, qu'il a quelque chose à faire. Parce qu'avant, il se reniait un petit peu. Exactement. Il se défrisait les cheveux, voilà. Voilà, mais juste cet exemple que vous venez de donner, sur lequel lui, il insiste beaucoup. Il dit, le fait que je me défrise les cheveux pour ressembler à un blanc était la preuve que je niais qui j'étais. Mais comprendre ceci, c'est sur les cheveux, c'est pas grand-chose finalement, mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est une représentation de soi. C'est exactement ce que fait une société qui veut faire en sorte que celui qui est dominé ou déclassé accepte les principes de son déclassement et de sa domination, c'est-à-dire diminuer ce qu'il est parce que tu n'es pas de la bonne couleur, tu n'as pas la bonne religion, ta religion dit ceci, c'est l'essentialiser dans sa différence et dans sa réduction, dans sa régression. Et lui, tout à coup, il faut surtout pas que l'on comprenne que notre message, parce que moi, ce qui m'intéresse chez Malek Shabazz, Malcolm X, c'est pas simplement ce qu'il est, c'est en quoi il est témoin de l'histoire et qu'on doit comprendre comment nous, on doit dépasser les clivages d'aujourd'hui. C'est de comprendre que il n'a été un être de pouvoir par la connaissance que parce qu'il a pu être un être de confiance avec la foi et la reconnaissance de sa mission. Ça, c'est essentiel. Et que par rapport à ce qui s'est passé pour lui, The Nation of Islam, avec toutes les critiques que l'on peut faire sur les déviations par rapport aux principes de l'islam, relevait trois principes essentiels. Le premier des principes, c'est qu'il y a un Dieu unique, et que ce Dieu unique, donc là, c'est tout à fait islamique, c'est-à-dire le principe du tawhid, il y a un Dieu unique, et ce Dieu unique, il a créé l'humanité. Le deuxième principe, c'est qu'il y a une race élue, et c'est la race noire, par opposition à tous les autres, les blancs et toutes les autres religions. Donc il y a un principe d'élection par l'unique Dieu de cette race noire destinée à ayant la mission, finalement, de guider, d'inverser l'ordre, qui est un ordre diabolique, où les Blancs ont pris le pouvoir et ont discriminé les Noirs. Est-ce qu'il se basait sur le Coran les premières années de cette organisation? Alors, oui, mais comme vous le savez, je veux dire, le Coran est un texte qui est le même pour tous, interprété par chacun selon comment on peut comprendre un certain nombre de versets. La connaissance de l'arabe n'était pas un élément capital puisque Elijah Muhammad n'est pas ni arabisant ni arabophone. Mais l'autre élément aussi que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi, et c'était le troisième principe, un prophète après le prophète et même une incarnation du divin. C'est-à-dire que celui qui avait missionné Elijah Muhammad, c'est le Dieu incarné et que lui est carrément, alors à des moments donnés dans leur théorie, on ne sait plus si c'est le dernier des prophètes ou le prophète, le messager après le messager, ou même la représentation du divin sur la terre, parce que il jouait de ces deux caractéristiques-là. Ce qui est important, c'est que ces trois principes-là vont façonner l'islam tel que le comprend Malcolm X. Donc il y a des choses qui sont extrêmement claires. C'est vrai qu'il y a l'idée du Dieu unique, il y a la notion de la prière. Certains mettent en évidence que sur le plan de la prière, c'était pas si rigoureux que ça par rapport aux 5 prières. Mais là où c'était rigoureux, c'était que dans l'ordre de l'organisation, il y a une vraie hiérarchie et puis un caractère très strict sur le plan moral.
C'est ce qui, de ce point de vue-là, va, au moment où il va savoir le comportement d'Elijah Muhammad, faire douter et questionner. D'ailleurs, même, il l'aime tellement, il a tellement contribué à son émancipation et à sa libération, Elijah Muhammad, qu'il veut le protéger même de ce qu'on dit de lui sur le plan éthique ou sur le plan moral. Il va avoir cette attitude-là d'amour par rapport à... Et puis à un moment donné, il se rend compte qu'en fait, c'est pas simplement une question morale, c'est une question de pouvoir et d'argent. Tout à coup, il s'aperçoit que la corruption est beaucoup plus grande que ça. C'est véritablement pouvoir, argent et puis comportement qui n'est pas moral. Donc tout ceci fait que nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'appartenance ou la compréhension de l'islam comme étant un message émancipateur a joué un rôle déterminant et de ce point de vue-là, il est dans la lignée de l'islam. Maintenant, sur beaucoup de principes et beaucoup de compréhensions, quand il va rencontrer à un moment donné où il a des doutes, il va voir le docteur Shawabi, c'est-à-dire un Égyptien qu'il rencontre, et il comprend que là, il y a un vrai problème, qu'en fait, ce docteur qui vient de la tradition musulmane, de la tradition musulmane plus orthodoxe, je dirais, ou en tout cas majoritaire, lui dit, ben non, l'islam n'a jamais dit que ni les Blancs ni les Noirs étaient un peuple élu, que nous sommes tous égaux, et donc il restitue une autre compréhension des choses. Donc pour synthétiser, la Nashaf al-Islam croyait en un seul Dieu, ils avaient le Coran comme texte, ils faisaient les 5 prières par jour, et ils mangeaient pas de porc, ils buvaient pas d'alcool, ils avaient une certaine morale stricte. Oui, voilà, tout à fait. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, l'ordre, le critère du bon comportement, il était là, l'amr bil ma'ruf, il fallait avoir ce bon comportement, un caractère, un comportement social strict, et puis les piliers étaient en général reconnus. Encore une fois, certains ont souvent dit, et c'est d'ailleurs le fils de Elijah Muhammad, qui est lui revenu à l'islam traditionnel, qui avait mis en évidence à un moment donné dans sa réflexion que ce qui l'avait perturbé dans cette appartenance, c'est qu'on pouvait être beaucoup plus strict avec des règles de morale sur le plan du comportement social qu'avec la prière, par exemple. Alors que, en fait, normalement, sur le plan de leur reconnaissance, ces règles-là étaient strictes. Justement, vous expliquez qu'on estime le nombre d'esclaves noirs déportés de confession musulmane aux États-Unis autour de 8% durant ces différents siècles. Vous présentez dans votre livre un bref aperçu des organisations de libération noire américaines. Justement, certaines de ces organisations se sont tournées vers l'islam. Pour quelles raisons? Alors, effectivement, il faut vraiment être juste par rapport à cette histoire, parce que il y a un sentiment qui est commun. Ce sentiment qui est commun par rapport aux populations qui viennent d'Afrique, aux populations noires qui sont issues finalement de 2 processus, c'est-à-dire la déportation réelle, la migration et l'esclavagisme organisé, structuré, puis en plus, après, l'immigration qui s'est faite plus légalement ou la naissance des personnes qui sont nées sur le territoire américain. Vous avez ces 2 processus historiques qu'il faut pas confondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui sont déportés d'une certaine façon, que l'on va envoyer aux États-Unis et qu'on amène d'Afrique, dans leur compréhension des choses, ne sont pas exactement intellectuellement ou psychologiquement toujours de même compréhension, de même positionnement psychologique que leurs descendants. Exactement ce que l'on voit d'ailleurs chez beaucoup de 2e, 3e, 4e et 5e génération. Ils portent en eux la mémoire de l'origine, mais ils ont un autre rapport au contexte social dans lequel ils vivent. Et ça, c'est très important parce que tous ces mouvements noirs dont on parle, certains vont porter essentiellement la mémoire de l'esclavage. Nous fûmes esclaves, et cet esclave-là, vous allez devoir le reconnaître. Vous avez tout un mouvement qui va être une reconnaissance, la volonté finalement de demander pardon, de reconnaître cette histoire-là. Vous avez, suivant où vous vous trouvez dans les États de l'Union ou chez les confédérés, c'est-à-dire que vous soyez au nord ou au sud, il y a un dispositif qui va être différent et qui va avoir des mouvements qui vont être des mouvements qui peuvent être chrétiens, puisque les premiers mouvements sont chrétiens, des mouvements qui sont d'inspiration musulmane, des mouvements qui sont d'inspiration
communiste et plus généralement d'une idéologie qui va être strictement sociale et pas forcément religieuse. Donc vous avez tous ces mouvements-là, ils existent. Vous avez des mouvements qui vont effectivement s'inscrire dans ce Garvey, par exemple, celui qui a influencé la tradition de Malcolm X et même son père, était quelqu'un qui était radicalement pour la promotion de la cause noire, liée avec une position du baptisme de la tradition chrétienne. Vous avez tout ce qui va être que l'on a peu connu à un moment donné, qui est le NAACP. Le NAA, c'est the National Association for the Advancement of Colored People, dont on connaît une personne. En fait, elle est très très liée d'ailleurs à Martin Luther King, mais on connaît une personne qu'on a sortie de son histoire, c'est Rosa Parks. En 55, elle refuse de se déplacer dans un bus parce qu'on lui dit les Noirs c'est au fond. Elle dit non. Mais elle n'était pas. On l'a présentée historiquement comme une dame qui est sortie de nulle part, en fait. Mais non, elle participe d'un long mouvement et qui est très très lié ici à la résistance chrétienne, c'est-à-dire la reconnaissance à partir du message chrétien qu'on ne peut pas accepter la discrimination. Et va apparaître toute la tradition musulmane. La tradition musulmane qui va à partir de Nation of Islam, mais aussi plus largement des musulmans qui ne se reconnaissent pas dans la Nation of Islam, qui sont d'un islam plus traditionnel et qui vont lutter aussi de ce point de vue-là. Ce qu'il faut reconnaître pourtant. Et il faut l'entendre ça, parce qu'il ne faut rien idéaliser historiquement. Il va y avoir ces mouvements, mais dans le christianisme, exactement de la même façon que cela s'est passé en Afrique du Sud. Vous allez avoir des chrétiens qui vont justifier la discrimination en pensant qu'effectivement l'homme blanc est l'homme élu par Dieu par rapport à l'homme noir. Il y en a même qui vont développer un racisme scientifique en disant dans l'ordre de la création, il y a le singe et puis il y a entre le singe et l'homme blanc, dans tout ce qui va être même la reproduction du darwinisme ou de l'évolutionnisme racial, c'est-à-dire le singe, le noir, l'arabe et le blanc, au nom du christianisme. Au nom du christianisme. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a dans la tradition musulmane des gens qui n'ont pas essayé de le justifier doctrinalement, mais qui l'ont accepté socialement. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, au nom d'intérêts plus ou moins compris, exactement de la même façon, vous l'avez, le Conseil des imams en Afrique du Sud a soutenu l'apartheid. Eh ben, vous aviez des musulmans de la même façon qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient du Moyen-Orient, qui ne disaient rien par rapport à ça. Donc, il ne faut pas comprendre ce mouvement comme ayant réuni toutes les forces religieuses. Non, dans les traditions chrétiennes, comme dans les traditions juives, comme dans les traditions musulmanes, vous avez eu des tenants des deux mouvements, et vous aviez des associations qui étaient transversales, qui étaient dans la tradition chrétienne, dans la tradition musulmane, parmi les juifs également, dans les idéologies plutôt à gauche, plutôt communistes, il y a des gens qui luttaient contre la discrimination. Juste pour préciser ma question, à quel moment et pourquoi ces organisations ont choisi l'islam plutôt que continuer dans le christianisme ou dans d'autres idéologies? Ah non, c'est pas que pourquoi des individus à un moment donné choisissent l'islam. Alors il y a plusieurs choses. D'une part parce qu'il y a effectivement la reconnaissance chez des personnes qui sont installées aux États-Unis et qui sont de tradition musulmane. Elles ont gardé avec le déplacement, elles ont gardé à travers leur génération. Donc déjà, il y a une vraie reconnaissance de l'islam qui est déjà présent. L'islam est présent aux États-Unis depuis le XVIe siècle, c'est pas le XIXe siècle. Donc il y a une vraie présence musulmane, très tôt. Et donc vous avez des musulmans. Et dans cette présence-là, vous allez avoir des courants qui vont se scinder. Certains vont, pour participer au rêve américain, ne pas en faire un problème. C'est-à-dire, ils vont même pas revendiquer, qu'ils soient au nord ou au sud, ils vont pas revendiquer. Vous en avez d'autres qui vont utiliser la référence musulmane pour déterminer ou penser un ordre social qui va être celui de l'égalité des droits. Que ce soit dans les États du Nord pour l'égalité des droits, que ce soit
dans les États du Sud pour lutter contre l'esclavage. Ça, vous allez l'avoir. Mais il faut savoir aussi que, historiquement, encore une fois, hein, il faut ne rien idéaliser. Parmi les musulmans, même ceux qui étaient aux États-Unis, il y en a qui ont pu justifier d'une certaine façon et participer à des réalités de l'esclavage. Concrètement, ça a existé. Mais vous avez ce premier élément-là. Le deuxième élément, c'est qu'à un moment donné, vous avez la création de Nation of Islam, de quelqu'un qui se présente comme un nouveau prophète et qui va appeler la conscience noire. Et pourquoi est-ce que tout à coup cela va avoir un impact? Justement pour ce que je vous dis. Ça va avoir un impact parce que il appelle à une foi dont on se reconnaît, un Dieu unique, et à une confiance en soi qu'on a perdue et qui va galvaniser d'une certaine façon parce qu'il a une capacité à la mobilisation. Il détermine un ennemi. Et comme vous le savez, dans tous les mouvements sociaux ou les mouvements politiques, ou les mouvements idéologiques, il est beaucoup plus facile de réunir contre que de réunir pour. Dès que vous avez ciblé le blanc et que les noirs, ils le vivent tous les jours, ils voient le mépris du blanc, ils voient qui a l'autorité, ils voient qu'il les a rendus à l'esclavage et tout à coup, au nom de l'islam, l'islam va être compris comme une réponse à tout ceci. Donc, on a à un moment donné l'appel d'une pensée qui va répondre aux besoins du temps. C'est exactement le moment où on en a besoin. En parallèle à ce que l'on voit au discours qui vient aujourd'hui s'inscrire en même temps dans la tradition chrétienne avec la présence de Martin Luther King, puisqu'on est pratiquement dans la concomitance, on est au même moment. Et donc vous voyez bien que ça répond à un besoin du temps. Maintenant, il faut bien comprendre que The Nation of Islam, qui a eu un impact très très important à cette époque-là, était de loin pas le seul mouvement avec une référence musulmane de revendication de l'égalité entre les blancs et les noirs. D'ailleurs, durant cette période, grâce à l'éloquence de Malcolm X, ils vont monter jusqu'à 70 000 membres, c'est ce que vous indiquiez dans l'ouvrage. On voit justement dans le parcours de Malcolm X toute l'importance prise par la Nation of Islam et le rôle important qu'elle a joué en tant qu'organisation structurée dans son évolution. Faut-il en déduire que le recours à une organisation politique structurée est nécessaire et suffisant à tout projet d'émancipation politique? Ce qu'on comprend par rapport à la réussite, c'est que on ne peut pas avoir une véritable résistance à un système qui n'est pas simplement le pouvoir que les Blancs ont sur les Noirs. C'est systémique, comme on dit aujourd'hui. Systémique, c'est que tout le système a des soubassements et une organisation qui perpétue la réalité de la discrimination. Je prends 3 exemples, très rapidement. Premier exemple, dans le système, ce qui permet l'émancipation des individus est le système scolaire. Si dans le système scolaire, on a la perpétuation de la discrimination, de l'incapacité à réguler ce qui au départ est une inégalité des chances avec une égalité d'opportunités, eh ben, le système scolaire perpétue systématiquement et dans le système. Deuxième des éléments, la loi, le processus légal. Si la lecture de la loi, qui peut dire littéralement qu'un blanc est égal à un noir et qu'un noir est égal à un blanc, mais elle n'est lue que par ceux qui l'ont produit et qui la connaissent, qui sont les blancs, l'interprétation du droit et la non-connaissance de ce droit parce que le système scolaire a fait qu'on ne pouvait pas y avoir accès, eh bien, fait que vous avez une couche supplémentaire d'une discrimination qui est passée du scolaire au légal. Si en plus de ceci, ceux qui tiennent le pouvoir sont effectivement ceux qui vont former ceux qui vont devoir parvenir à même l'interprétation de la loi, voire même à l'application de la loi et les juges. Si le pouvoir est tenu par ces mêmes blancs et que systématiquement le pouvoir s'auto-régule et se donne les moyens de ne pas échapper à ceux qui l'ont, eh bien vous avez systémiquement la réalité d'une oppression. Quand vous rentrez dans ce système-là, il ne suffit pas d'être pour les Noirs et contre les Blancs. Vous devez comprendre ce qui se passe. Vous devez comprendre qu'il faut véritablement travailler sur plusieurs plans. Raison pour laquelle une organisation
est nécessaire, mais une organisation est nécessaire que si elle a une vision. Et la vision n'est possible que si on a la connaissance de comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Malcolm X, pourquoi? C'est pas simplement parce qu'il parlait bien qu'il avait un poids et qu'il avait une audience. C'est parce qu'il connaissait le système. Quand il dit « je viens du ghetto et je retourne au ghetto », c'est qu'il sait comment ça fonctionne, il sait ce qu'on lui a fait vivre à l'école, il sait qui interprète les lois. Quand il dit et il fait comprendre, puisqu'ils se sont rencontrés qu'une seule fois en 1964 avec Malcolm X, avec Martin Luther King, quand il fait comprendre « mais la loi, c'est rien ». Avoir une loi qui dit qu'un blanc est égal à un noir, c'est rien. Encore faut-il savoir qui l'interprète. Quand tu vas faire une marche sur Washington et puis que tu as des milliers d'Arabes et puis que de Noirs et que tu as des milliers de personnes qui vont représenter la parole de ces exclus. Si celui qui te dit qui va parler, c'est le gouvernement de Kennedy, eh ben, t'es pas libre, en fait. On t'a donné l'autorisation de te croire libre, en fait. Mais celui qui te l'a donné, c'est encore celui qui a pas envie de te donner ta liberté. C'est pour ça qu'il a appelé ceci le cirque. Il a appelé ce cirque. Le moment où le monde entier reconnaît cette parole extraordinaire de Martin Luther King, I have a dream, j'ai un rêve de cela. Ben, celui qui ont lui donné la possibilité qu'il le dise, ce sont ceux qui lui font vivre un cauchemar, en fait. Ils lui permettent dis que tu as un rêve, nous on fait vivre le cauchemar, mais on te donne la possibilité de dire que tu as un rêve. C'est tellement vrai qu'une des figures, Baldwin par exemple, qui était une des figures des penseurs, des idéologues, il a été écarté de la possibilité de parler. Son texte a été lu par un acteur parce qu'on ne l'a pas laissé parler. Donc à un moment donné, dans la question que vous posez, est-ce qu'il faut avoir une organisation ? Oui, il faut avoir une organisation, mais plus que cela, il faut avoir une vision et une compréhension. Et une vision qui est basée sur la compréhension et de comprendre comment ça fonctionne pour que, en fait, le processus, il soit multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il travaille autant au niveau de l'école, qu'il travaille au niveau de la représentation sociale, qu'il travaille au niveau du droit, qu'il travaille au niveau du pouvoir. Et c'est pas fini. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne au niveau du système, il faut comprendre que le système national est interdépendant avec le système international. C'est exactement ce qui se passe dans les 2 dernières années de la vie de Martin Luther King. Martin Luther King, il dit, mais en fait, je me suis trompé. Il suffit pas que je sois reconnu comme un noir égal à un blanc aux États-Unis. Si au Vietnam, ils considèrent que les Vietnamiens sont des animaux, en fait, ils nous considèrent comme des animaux ici parce qu'ils les considèrent comme des animaux là-bas, c'est-à-dire le plan international. Et c'est exactement ce qui était arrivé auparavant à Malcolm X. Il a compris. Il dit, mais attends, mais le problème, il est international. Et si vous voyez ce qui s'est passé maintenant avec le mouvement qu'on appelle Black Lives Matter, tout le mouvement noir qui a compris, il se dit, mais attendez, on peut pas se battre pour la reconnaissance des Noirs aux États-Unis, si on comprend pas ce que ça veut dire pour les minorités, pour la Palestine par exemple, pour tous ceux qui sont discriminés, c'est le même combat en fait. Et à un moment donné, Martin Luther King, après la mort de Malcolm X, comprend qu'il le retrouve. Mais comment il le retrouve? Parce que sa vision a changé. Pourquoi sa vision a changé? Parce qu'il a compris. Et comment est-ce qu'il a compris? Parce qu'il a vu que c'était systémique, en fait. Votre façon de traiter les êtres humains ailleurs n'est que le miroir de la façon dont vous traitez les êtres humains ici, quand vous les méprisez, quand vous avez oublié leur humanité. Et donc ça, c'est essentiel. Donc, ce pourquoi ce que je traduirais dans la réponse à votre question, c'est que tout ceci est nécessaire. Mais encore une fois, il faut faire attention. Une organisation n'est qu'un moyen. Et que beaucoup ont fait des organisations et c'est devenu la fin. C'est devenu le but de leur engagement. Non, le but c'est la vision. Et la vision, elle n'a de force que par la compréhension. Et c'est au moment donné où Martin Luther King comprend ça. Et il dit, mais attends. Il va monter sur le podium, parler du Vietnam. Il dit, ne parle pas du Vietnam. Et il y va, et il en parle. Et 2 semaines plus tard, il est assassiné. C'est exactement ce qu'on vous dit aujourd'hui. Si vous luttez pour les droits des gens, surtout, tu parles pas de la Palestine, parce que sinon, on va t'effacer de la surface. C'est le même principe. Et c'est là où il faut comprendre que tout ceci est lié. Donc, leur histoire nous parle. Et c'est pour ça qu'il faut pas du tout
privilégier l'histoire de Malcolm X par rapport à l'histoire de Martin Luther King ou l'histoire de Martin Luther King par rapport à Malcolm. Il faut les deux. Il faut comprendre les deux parce que les deux, ils nous rappellent l'universalité de leur combat là et le fait que ça se rejoint en fait, que le pacifiste, il a compris en fait. En fait, vous vous êtes moqué de nous. Vous voulez qu'on soit pacifiste aux États-Unis parce que vous êtes des guerriers là-bas, en fait. Vous allez tuer et massacrer là-bas pour que nous, on soit pacifistes et des agneaux ici. En fait, vous nous mentez. Ben moi, je vais vous dénoncer comme étant des guerriers là-bas. Et on le tue. Et celui qui est mort avant lui, quelques années avant lui, il disait exactement la même chose. En fait, il dit, mais c'est la même chose, en fait. C'est vous les violents. Nous, on ne fait que résister. By all means necessary. Par tous les moyens, ce que vous faites. Mais les violents, c'est vous. Et donc ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas qu'on se trompe dans nos analyses. Pour revenir à Nation of Islam, quelles raisons vous poussez Malcolm X finalement à quitter cette organisation? Alors souvent, on a dit, il a quitté quand il s'est rendu compte de la duplicité d'Elijah Muhammad, qui avait épousé plusieurs des secrétaires, il était le papa de plusieurs enfants, et donc qu'il y avait ce hiatus moral. Mais en fait, c'est pas que ça, en fait. Il y a ça qui l'a réveillé à un moment donné et qui a fait en sorte qu'il a voulu sauver l'apparence morale. Mais quand il s'est rendu compte, finalement, de deux choses essentielles. La première, c'est qu'au-delà de ce que représentait Elijah Muhammad, entre ce qui était la revendication des Noirs et leur relation au pouvoir, il y a quelque chose qui ne jouait pas. C'est-à-dire, quand Kennedy meurt, on lui demande de se taire. Et lui, il dit, il n'a eu que ce qu'il méritait, en fait. C'est ça. Il dit, quand Kennedy, ça a été une déflagration aux États-Unis. Kennedy est mort. Et tout à coup, il se rend compte que celui qui l'a éduqué pour être contre le pouvoir, en fait, il discute avec le pouvoir. En fait, il est en accord avec eux. En fait, il comprend à un moment donné que la marge de revendication de Nation of Islam est également celle que lui a donnée le pouvoir, pour justifier finalement son autorité. C'est là qu'il faut comprendre une chose de particulièrement importante. C'est qu'en fait, quand il était radical, Malcolm X, il n'a jamais eu autant de médias. On ne l'a jamais autant mis en... En fait, on a utilisé sa radicalité pour justifier l'oppression. Il était l'instrument utile du rapport au pouvoir. Mais c'est pas que ça qu'il réalise, c'est que même son chef, il joue ce jeu-là. Il veut pas qu'on critique Kennedy, c'est-à-dire qu'il y a une limite. Et il se dit, mais il y a quelque chose qui joue pas dans tout ce système-là. Tout à coup, il comprend qu'en fait, ils sont instrumentalisés et que le chaînon manquant de l'instrumentalisation, c'est Elijah Muhammad, qui discute avec le pouvoir. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est qu'à ce moment-là, quand il a le doute, il va commencer à chercher. Et il rencontre d'autres musulmans, qui sont des musulmans orientaux. Il y a en particulier aux États-Unis le docteur Shawabi, et puis il va y avoir mon propre père qu'il va rencontrer, parce que Shawabi lui dit, si tu vas à la Mecque, tu t'arrêtes à Genève et tu vas rencontrer le docteur Saïd Ramadan. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais c'est faux tout ça. L'idéologie raciste n'a rien à voir avec l'islam. Qu'il y ait un Dieu, nous sommes d'accord, mais il y a une humanité, nous ne sommes plus d'accord. C'est pas une humanité qui est élue. Le meilleur d'entre vous, il l'est pas par sa couleur, il l'est par sa conscience révérentielle de Dieu. Et là, tout à coup, il comprend qu'il y a... Donc, il y a deux éléments. On a souvent voulu dire, il s'est éloigné uniquement par Elijah Muhammad, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Le rapport au pouvoir et le rapport à l'humanité. Et là, il se rend compte que c'est pas du tout ça. Et donc, il va s'en éloigner. Et c'est à ce moment-là qu'il va réorganiser toute la structure des mosquées aux États-Unis et tout son rapport au monde. C'est là où tout à coup, maintenant, il comprend que il faut pas simplement aller voir les Noirs africains, il faut aller voir Castro, il faut aller voir tout le mouvement des non-alignés. Il va partir en Égypte, il va tout à coup rencontrer le monde. Et c'est à ce moment-là, quand tout à coup sa conscience s'ouvre et que son discours s'apaise, qu'il devient dangereux. Parce que tout à coup, il comprenait mieux, il comprenait trop. C'est-à-dire, il parlait pas fort, parce que ça arrangeait tout le monde qu'il parle fort. Continue à parler. Excite-toi. Médiatiquement, ça nous va. Mais réfléchis, médiatiquement, ça va plus. Et donc, on l'a éliminé pour ça.
Durant son militantisme au sein de Nation of Islam, Malcolm X prenait un séparatisme des populations noires, en espérant fonder un État pour les Afro-Américains au sein des États-Unis. Comme vous le disiez, en 1964, il va effectuer justement le pèlerinage islamique à la Mecque, et il va changer encore radicalement de discours. À son retour, qu'est-ce qui va changer dans ce qu'il défend, et quelles vont être ses nouvelles orientations politiques? Au cours de son parcours, diriez-vous que Malcolm X est passé d'un partisan de la sécession afro-américaine à un partisan d'une citoyenneté américaine égalitaire? Alors, encore une fois, les choses sont multidimensionnelles. C'est-à-dire que avant de partir, avant d'effectuer le pèlerinage, le doute s'est installé. Il y a quelque chose qui est troublé. Et ils se rendent bien compte que tout ce qui est en train de se passer par rapport au pouvoir américain, comme par rapport à l'organisation et au séparatisme, les deux piliers sur lesquels ils s'appuyaient pour les Noirs contre le pouvoir, et s'aperçoit que en fait on n'est pas tellement contre le pouvoir, mais c'est surtout contre les Blancs. Et qu'à partir d'un certain moment, ici, c'est pas du tout, les deux piliers sont en train de s'effondrer. Quand il va partir au pèlerinage, et encore une fois, ne minimisons pas les rencontres qu'il a faites, et ça a commencé aux États-Unis. Tout à coup, on lui dit, non, mais c'est pas ça l'islam. Tu es en train de te tromper. Quand il arrive à la Mecque, il faut savoir qu'il est traité comme rien, en fait. Il l'est mis pendant... on ne sait même pas que c'est un leader, on ne sait même pas que c'est un représentant musulman, on ne sait même pas s'il est musulman, en fait. C'est un contact du docteur Shawabi qui va lui permettre d'être en contact avec la famille royale, puis ensuite il va être reçu. Et à ce moment-là, effectivement, il s'aperçoit que l'expérience du pèlerinage lui dit, ben, tout le monde est à égalité, il n'y a ni statut social, ni différenciation de couleur. Et que l'exemplarité première du refus du séparatisme, il est dans l'expérience du pèlerinage. Il n'y a plus de séparatisme. Alors, les hommes et les femmes sont dans le même espace, de toutes les couleurs et de tous les statuts sociaux. Donc, de ce point de vue, lui, il va déjà, ce qu'il a entendu a perturbé ses convictions anciennes, ce qu'il a vu a transformé sa psychologie et son rapport au monde. Et oui. Pendant les 10 années où il va être très actif au sein de Nation of Islam, est-ce qu'il va entendre parler de l'islam dit orthodoxe? Alors c'est possible qu'on en ait entendu, en tout cas il n'en fait pas cas. Il fait pas cas. Il a dû en entendre parler forcément, il n'en fait pas cas au sens où quand on ne fait pas cas d'une chose qu'on a entendue, c'est que l'impact qu'elle a eu sur nous n'a pas été déterminant pour nous faire changer de point de vue. Donc il a pu, mais ça n'a pas été suffisant pour remettre en cause. Il a fallu ces expériences personnelles, cette réalité de la fin, et puis finalement des choses qui... Parce que, n'oublions pas, il le reconnaît lui-même, Malcolm X, il a un ego. À un moment donné, il parle à des populations, il galvanise tout le monde. Et juste au moment où il parle par rapport à Kennedy, on lui dit 3 mois de silence, tu parles plus. Le silence a été déclencheur de réflexion, c'est-à-dire il parlait tant qu'il réfléchissait moins. Quand on lui retire sa parole, il commence à se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi maintenant on me retire la parole? Qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement? Et tout à coup là, il va commencer lui à chercher. Le silence a été un silence qui lui a permis une sorte finalement de conversion spirituelle pour lui-même. Quand il est à la Mecque plus tard, eh bien ça va avoir un impact. Et ce qui va changer pour lui, c'est là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais si on les synthétise, le premier élément, c'est la conscience que le Dieu unique, donc à aucun moment, ça il faut bien le comprendre, à aucun moment n'a été remis en cause chez lui l'appartenance à l'islam. Il n'a pas remis ça en cause. Il a remis en cause son interprétation, mais pas l'islam. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, il rejette tout. Comme ça peut arriver, à un moment donné, on m'a trompé. Non. Lui, il comprend, on m'a trompé, mais à l'intérieur. Premier élément, un Dieu. Deuxième élément, ça a à voir par rapport à son identité à lui. On ne le dit pas suffisamment. Pourquoi il s'est appelé Malcolm X? Parce que X, c'était l'inconnu de celui qui était l'esclave. X, on ne sait ni ton père, ni ta mère, ni ta génération. Donc il s'est situé
dans la réalité de son expérience historique d'esclave. Quand il fait le pèlerinage, c'est Malik Shabazz. C'est-à-dire, il change de nom, il change l'identité, c'est-à-dire la perception qu'il a. Il est, de ce point de vue-là, lié à un pacte avec le divin, mais non pas comme quelqu'un qui se souvient de son histoire de discriminer, mais de sa mission de croyant. Le nom, il change, il s'appelle plus Malcolm X, il s'appelle... Et donc, même quand, je veux dire, dans la lettre qu'il envoie à mon père, il dit Malik Shabazz, puis en dessous, il met en parenthèse Malcolm X. Pour que, c'est moi, c'est la même personne, mais j'ai changé d'identité. Deuxième élément qui tient à sa psychologie à lui, ça c'est important, il faut le comprendre. D'ailleurs que je veux dire, un pèlerinage, contrairement à ce que pensent les gens ils voient qu'on part seul et puis qu'on se retrouve avec des centaines de milliers, des millions de personnes. Mais c'est une vraie conversion personnelle. C'est ça qui change chez lui. Donc déjà, cette perception-là. La troisième des choses qui va changer de ce point de vue-là, c'est effectivement de considérer que blanc ou noir, ce sont les principes et la nature de la foi qui fait la distinction et non pas la couleur. Et ça change tout. C'est-à-dire, il a une conversion intérieure et une nouvelle vision extérieure du monde. Et ensuite, quatrième des éléments qui vont changer, c'est que, qu'est-ce qu'a de particulier la Mecque? La Mecque concentre en un petit espace beaucoup plus que l'histoire de tous les États-Unis et de la petite expérience du peuple noir des États-Unis. C'est l'histoire de l'humanité, là. On est au cœur de l'humanité et tout à coup, ce qu'il comprend, c'est « j'ai pas moi à m'inscrire et à m'intégrer à l'histoire des États-Unis, c'est aux États-Unis à s'intégrer à l'histoire du monde. » C'est-à-dire le petit système discriminant ou discriminatoire des États-Unis, moi je passe ma vie à essayer de rentrer dedans, reconnaissez mes droits. Il va à la Mecque et dit « mais c'est le contraire en fait. » C'est pas à moi à rentrer aux États-Unis, c'est aux États-Unis à rentrer dans le monde. Il inverse les choses. Ça, c'est la troisième. Et c'est tellement important que quand il revient, il commence à établir des relations internationales. Il faut savoir qu'à un moment donné, il se balade en Europe. La France lui interdit d'entrer. Il va se retrouver à Londres. La France, elle est assez coutumière du fait de fermer les frontières à qui la dérange. Et donc, il va se retrouver à Londres et il comprend à ce moment-là. Il comprend à ce moment-là que l'affaire est devenue internationale, qu'il est devenu un danger international. Il vient en France pour faire une visite et faire une conférence, on lui interdit, il se dit donc ils se parlent. Donc ils ont compris. Donc ils ont compris que j'ai compris. Donc ils ont compris que j'ai compris qu'est-ce qui se passe là. C'est-à-dire c'est une relation internationale, c'est véritablement, c'est pas une affaire américano-américaine, c'est pas une affaire noir-blanc américain, c'est une affaire de pouvoir international. Et donc, quand il revient, quand il établit ceci, et qu'il continue ses voyages, qu'il a envie de s'intégrer dans la lignée de Nasser, dans le mouvement des non-alignés, et puis qu'il comprend que de ce point de vue-là, même Nasser, il n'est pas si non-aligné que ça, il y a cette sorte de révolution intellectuelle, donc conversion spirituelle, perception nouvelle du monde, révolution intellectuelle et redisposition de l'ensemble de sa vision politique. À ce moment-là, en disant, ben voilà, mes priorités ont changé. Maintenant, c'est pas l'Afro-américain qui va juste essayer de trouver en Amérique la place de l'Afro. C'est l'Afro-américain qui va rappeler à l'Amérique que l'Afrique, elle a une dimension internationale. Et que ce qui se passe en Afrique, que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Amérique latine, c'est la même chose. Donc il a compris à ce moment-là. Pour ça qu'à un moment donné, pour pouvoir faire disparaître sa voix, ben le plus simple c'était quoi? C'était de délégitimer sa vision, de dire c'est un radical. C'est un radical, mais à la fin de sa vie, Martin Luther King est un radical de la même façon, sur le plan de la reconnaissance de la question internationale. Malcolm X disait souvent à son retour du Hajj que l'islam pouvait solutionner le cancer du racisme aux États-Unis. Que voulait-il dire par là? Ben, effectivement, c'est-à-dire que de la même façon que ça a solutionné son propre racisme anti-blanc, il comprend que ça peut le faire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir d'où il vient. Je veux dire qu'à un moment donné, dès qu'il y a un blanc dans les parages, dès qu'il y a un blanc qui s'approche et qui prend la parole, à un moment donné, quand il est de Nation of Islam, il ne peut pas le croire. Ta couleur décrédibilise ta parole. C'est ça qu'il pense.
Et quand il rencontre l'islam, et quand il vit une vraie conversion spirituelle, il se dit, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es noir que tu dis la vérité, que tu es blanc, tu mens. C'est une autre. Donc la dimension, la compréhension qui dit que le meilleur d'entre vous, il l'est par la conscience, par le cœur, dit que ça n'a rien à voir avec la couleur, que ça n'a rien à voir avec l'origine, que ça n'a rien à voir avec l'appartenance. Et donc il comprend que le message fort de l'islam, qui est un langage, un message qui dit fondamentalement l'égalité de tous les êtres humains, hommes et femmes, devant le divin, et que rien ne peut justifier la discrimination, c'est un message qui va à l'encontre du cancer intellectuel et psychologique qui différencie les gens par les apparences. C'est ça qu'il veut dire. Et que lui-même, il l'a vécu. C'est-à-dire, il a vécu cette conversion, il a vécu cette guérison. En fait, il a été guéri lui-même, il a été purifié de ce suprémacisme noir. Pour en arriver à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce qui m'a donné cette force-là? C'est qu'à un moment donné, le message de l'islam me dit, mais non, ça ne pourra pas être. Le noir doit être traité à égalité avec le blanc et le blanc avec le noir et toute appartenance confondue au nom de la référence au divin. Le Dieu unique dit l'unicité de l'humanité. Et ça ne souffre aucune discrimination et aucune exception. 58 ans après son assassinat, quel est l'héritage finalement de Malcolm X aujourd'hui? Alors, on en a déjà, ici et là, dans mon propos, il y a des choses que j'ai pu mettre en évidence. Et c'est ça qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est ne pas, encore une fois, vous savez, dans le livre, dans la conclusion, je dis faites très très attention à la capacité qu'ont les puissants à idéaliser un homme et à le sortir de la dynamique historique qui l'a fondé. Que ce soit Rosa Parks, que ce soit Malcolm X, que ce soit Martin Luther King. Ils viennent d'une histoire, ils portent une histoire, et ils ne sont exemples et exemplaires que par l'histoire qui les a fait et que nous pouvons comprendre et dont nous devons reproduire les enseignements, ou en tout cas dont nous devons nous souvenir des enseignements. Ça, c'est essentiel. Et c'est essentiel aujourd'hui de se souvenir de cela, non pas pour magnifier l'homme. Il est allé jusqu'au bout, je veux dire, il savait qu'il allait mourir, il sait au moment où il se rend à la salle à Harlem, il sait qu'on va le tuer, il sait que ça va, je veux dire, il écrit à mon père, maintenant que j'ai connu le véritable islam, ils veulent me tuer, il lui écrit ceci dans la dernière lettre que mon père reçoit avant qu'il meure, il le sait, ceci. On peut magnifier ceci. Et on doit reconnaître la cohérence de l'homme qui va jusqu'au bout, à un très jeune âge. Très bien. Tout ceci est important, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est quel enseignement on doit tirer. Et ce qu'on doit comprendre essentiellement, c'est que d'abord, les symboles, ils sont beaux à contempler, mais parfois nous cachent la vérité. Quand le monde s'est extasié devant l'élection de Barack Obama, premier américain ou afro-américain ou président afro-américain, on a pu penser que quelque chose, le symbole allait changer le réel. Non, le symbole a même confirmé les désastres du réel, parce qu'il n'a rien fait au nom du symbole qu'il représentait, ça justifiait finalement le silence, ça allait très loin, puisque même sa femme, Michelle Obama, était une femme extrêmement active pour les droits des Noirs et tout ceci, d'une certaine façon. Donc il faut qu'on fasse attention aux symboles. Les symboles peuvent dire quelque chose quand quelque chose évolue, mais ils peuvent nous cacher les soubassements systémiques de la réalité. Et qu'aujourd'hui, 58 ans plus tard, la réalité carcérale, la réalité de la discrimination scolaire, sociale et par rapport au pouvoir, parce que finalement, les seuls Noirs qui sont parvenus au pouvoir ont dit avec plus de force encore que le pouvoir blanc, ce que le pouvoir blanc leur demandait de dire. Je veux dire que ce soit Condoleezza Rice, que ce soit Colin Powell, ils ont menti et justifié la pire des politiques. On l'a même vu, le veto pour soutenir donc l'État israélien. Exactement, celui qui lève la main est effectivement. Donc on leur a demandé, c'est-à-dire que
le principe Bounty qui consiste à garder la couleur apparente noire et puis de se blanchir de l'intérieur d'un point de vue idéologique et du point de vue du rapport au pouvoir, ça marche et ça a toujours marché. C'est comme ça que... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se méfier des symboles et qu'il faut toujours garder ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que il y a la compréhension qui doit nourrir une vision et la vision, elle doit savoir que les choses sont interdépendantes. Et qu'il faut comprendre tous ces éléments-là. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, comme ce soit partout dans les sociétés européennes, eh bien, le début du déficit, il est scolaire. Le second espace de la discrimination, il est social et il est lié à deux éléments qui vont de pair, l'emploi et l'habitat. Ces deux éléments sont toujours là. Le deuxième élément, la deuxième strate, c'est celle de la loi, de son interprétation et de son application. Encore une fois, les meilleures des lois peuvent cacher les plus discriminatoires des politiques. C'est une réalité parce que la loi n'est pas intéressante uniquement dans ce qu'elle exprime, mais par qui l'interprète et l'applique. Et que si ce sont les mêmes que ceux qui sont dans la troisième strate, celle du pouvoir, eh bien, on s'aperçoit que le système s'autorégule pour préserver le pouvoir et les privilèges de ceux qui l'avaient avant d'avoir établi les lois, avant de gérer les processus scolaires, et puis de mettre en place les politiques sociales qui concernent l'habitat ou qui concernent l'emploi. Ça, il faut le comprendre. Pourquoi? Parce que dans les interstices de ces réalités-là, on va mettre sur la route de ceux qui veulent s'émanciper tous les éléments de leur aliénation. Le premier, il est manifeste, c'est la boisson, c'est la drogue. Et puis c'est la culture de l'émancipation, c'est-à-dire cette culture que l'on pense émancipatrice, mais qui est exactement celle dont on a besoin pour te laisser là à ta place. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas compris qu'à partir d'un certain moment, si le rap, par exemple, n'est pas au service d'une vision politique qui a compris tout ceci, elle est l'instrument de la perpétuation de cette voix qui se pose dans la violence et dont on a besoin pour dire, vous voyez, vous pouvez même vous exprimer exactement ce qu'on laissait dire à Elijah Muhammad. Parle, ou à Malcolm X, parle, et parle fort, et crie, et dis ton désarroi. Ça nous intéresse. Et plus tu le diras violemment, plus ça justifiera quoi? Le système qui te contrôle, c'est-à-dire la loi. Et plus tu comprendras qu'avec un tel propos, tu n'as pas pu bénéficier de l'école. Donc tu es un exclu scolaire contrôlé légalement. Voilà ce qu'on fait. Et puis ce que tu feras, c'est que tu t'exprimeras dans les marges de la société par ces manifestations culturelles d'une certaine musique ou d'une certaine expression marginale, qui restera marginale, mais qui permettra au système de faire de l'argent sur ta marginalité. Parce que ta marginalité nous intéresse, tout nous intéresse en fait, à partir du moment où on peut produire de l'argent de ce que tu produis toi, parce que tu confirmes le système d'une certaine façon. Il y a même des t-shirts à l'effigie de Che Guevara qui ont été commercialisés. Exactement. C'est-à-dire, on reproduit, on intègre à sa logique les manifestations de l'opposition à cette logique. Mais c'est ça, sa logique, c'est-à-dire d'avoir la capacité logiquement d'intégrer l'opposition. Parce que ce qui donne une logique à un système, c'est l'acceptation qu'il y a des choses qui s'opposent à elle. Et donc, elle a une logique qui l'entretient par cette opposition. Mais ça, ça devient compliqué. Pour rester simple de ce point de vue, ce qu'il faut qu'on retienne de là, c'est que il y a un travail qui doit continuer à se faire, qu'on n'est pas sorti de ces processus de discrimination, de ce racisme, que ce racisme, il a plusieurs couleurs, que le racisme, qu'est-ce que c'est au fond? C'est de cibler une femme ou un homme pour ce qu'il est, en ce qu'il est, au-delà de ce qu'il croit ou de ce qu'il fait, en ce qu'il est. Eh bien, il y a un nouveau type de racisme aujourd'hui. On est passé du racisme qui pouvait être contre les Polonais, contre les Italiens, contre les Espagnols, contre les Noirs, à un racisme aujourd'hui qui est, quand tu es musulman, eh ben, pour ce que tu es, au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu fais, tu es une cible. C'est ce qu'on appelle l'islamophobie, qui est un nouveau racisme anti-musulman. Et ceci se structure de la même façon. Quelqu'un qui ne comprend pas que la structuration du discours en France, en Belgique, dans le monde francophone, ou dans le monde anglophone,
ou en Occident, voire même dans des pays majoritairement musulmans, si on ne comprend pas la résonance internationale de ce même propos et comment tout ceci est instrumentalisé de nouveau, 3 niveaux, à savoir le pouvoir tout en haut, la loi qui permet de dire quoi? Attends, si t'es musulman, t'es un suspect. Et si t'es un suspect, faut qu'on te surveille. Et au nom du fait que nous voulons préserver notre liberté, nous avons raison de te surveiller. Donc nous te surveillons pour le bien de nous tous. Donc le principe de surveillance. Et ensuite, sur le plan de la scolarité, tout ce qui va se produire sur ce qu'on est en train de dire est de ceux de cette religion et des valeurs qu'ils défendent. Eh ben, on comprend que le système se perpétue. Ça veut dire qu'en fait, il faut, au gré de tout ce dont nous avons parlé, de toute cette exemplarité ou de toute cette expérience historique, eh bien, en tirer les enseignements parce que ça doit nous inviter à réfléchir davantage, à comprendre davantage et puis à nous organiser mieux. Et nous organiser mieux, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Une seule organisation ne peut pas faire tout ce que je viens de dire, mais il faut une complémentarité de personnes qui travaillent sur les différents ordres, c'est-à-dire qui dans le domaine de l'éducation, qui dans le domaine de la législation, qui dans le domaine des médias, qui dans le domaine de l'habitat, qui dans le domaine de l'emploi, qui dans le domaine du pouvoir. Il faut de ce point de vue savoir et comprendre qu'en fait c'était même ceci sa vision au moment où il meurt en 1965, il comprend qu'il faut une approche multidimensionnelle, mais on lui a empêché de pouvoir même commencer à y penser. Merci Tariq Ramadan. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Malcolm X, de l'exclusivisme noir à la spiritualité universelle aux éditions Al-Borak. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre compte et puis à très bientôt sur Mizan TV.